le maître de thé et le samouraï. Yamanouchi, puissant daimyo de la province de Tosa, avait été invité par le shogun à lui rendre visite. Ayant à son service un maître de thé dont il appréciait beaucoup les talents, il l'amena afin de le présenter à la cour des Tokugawa, où le shanoyu, la cérémonie de thé, était très prisée. Et pendant son séjour à la capitale, le sire de Tosa fut effectivement complimenté pour la maîtrise et le style raffiné de son homme du thé, y compris par le shogun en personne, qui était un grand connaisseur. Réception officielle et réunions privées se succédaient, et l'emploi du temps du maître de thé ne lui laissait pas beaucoup de répit, d'autant plus que son seigneur était fier de l'exhiber. Mais ne connaissant pas Edo, il obtint une permission d'une demi-journée pour visiter la ville. Mais l'escorte de son daimyo était restreinte et aucun samouraï de Tosa ne se trouva libre pour l'accompagner, car la ville était dangereuse. Avec l'autorisation du seigneur, il fut donc vivement conseillé au maître de thé de revêtir une tenue de guerrier, un sabre long et un sabre court à la ceinture, un gilet de soie aux larges épaules où figurait le blason du daimyo. Aussi devait-il être doublement protégé par les armes distinctives du samouraï et par les armoiries de Tosa. Qui oserait en effet s'attaquer à un représentant de ce puissant clan? Le maître de thé put ainsi déambuler tranquillement dans les rues de la capitale shogunale, s'arrêter devant les échoppes pour y chercher quelques objets rares, gileter les temples et les jardins. Il appréciait que la foule, le prenant pour un samouraï, s'écarte sur son passage et que personne ne vienne l'importuner. Mais, un ronin, un guerrier sans emploi, comme il y en avait beaucoup à hanter les rues par ces temps paisibles, s'était mis à suivre cet homme de Tosa. Ce samouraï sans maître était de la pire espèce, toujours à l'affût d'un mauvais coup. Et certains flirtaient avec le banditisme, d'autres cherchaient à se tailler une réputation par une succession de duels dans l'espoir d'être engagés comme garde du corps ou maître d'armes dans une bonne maison. Fin connaisseur de la nature humaine, le bushi désœuvré avait remarqué que ce samouraï de Tosa n'avait ni l'allure ni la démarche d'un guerrier. Il lui trouvait même un air efféminé. Il décida donc de le provoquer. Il s'arrangea pour le devancer, se retourna et revint sur ses pas de façon à croiser sa proie. Et comme le maître de thé regardait les échoppes tout en marchant, il ne vit pas venir vers lui le ronin qui le heurta sans ménagement. « Vous m'avez bousculé » tonna le provocateur. Et comme l'autre, quelque peu sonné, restait bouche bée devant ce samouraï patibulaire qui le dominait d'une tête, la voix gutturale reprit de plus belle. « Et en plus, vous ne vous excusez pas. Quelle offense! Cela mérite réparation. » « Eh bien, balbutia l'homme de Tosa, veuillez accepter mes sincères excuses. C'est trop tard. Nous allons nous battre sur le champ pour laver cette insulte dans le sang. » Comprenant qu'il était pris à un piège inextricable, le maître de thé se résolut à relever ce défi. Il ne pouvait en effet ni avouer qu'il n'était qu'un roturier, car le ronin aurait pu le tuer immédiatement, ni se défiler sans déshonorer son seigneur, ce qui était pire que la mort.
Mais par chance, comme il venait de passer devant l'enseigne d'une école de sabre, il eut l'idée de demander un sursis qui lui permettrait d'aller y prendre une leçon de maintien. Il expliqua donc à son bourreau: « En fait, je suis en service commandé par mon maître. Accordez-moi un délai afin que je m'acquitte de mon devoir. Car vous savez bien que si je meurs avant d'avoir accompli ma mission, je serai déshonoré. » Le Ronin, bon prince, lui accorda le sursis et lui donna rendez-vous à l'heure du chien, au bord de la rivière, à l'entrée du pont de Ryogoku. Quel ne fut pas l'étonnement du maître de sabre quand il vit débarquer dans son école ce samouraï de Tosa qui, quelque peu fébrile, tentait de lui expliquer le motif de sa visite. Mais la surprise du spécialiste du Shanoyu fut sans doute plus grande encore quand l'expert du katana, du sabre, se mit à rire avant de lui répondre. « Excellent, vraiment. Si tous ceux qui viennent frapper à la porte de mon école me tenaient pareil discours, j'obtiendrais de meilleurs résultats avec eux. Écoutez, ce n'est pas le moment de plaisanter. Comprenez mon désarroi, je n'ai ni la pratique, ni l'état d'esprit d'un samouraï qui vit en permanence avec l'idée de la mort. » « Détrompez-vous, répondit le maître d'arts martiaux sur un ton très sérieux. Ceux qui viennent étudier ici n'ont qu'une idée en tête, vaincre. Ils ne sont pas déterminés à mourir. Ils ne veulent apprendre que des techniques, ne se préoccupent que de tactique, et ils ne cherchent pas assez l'attitude intérieure immuable, l'état de concentration absolue, libre de toute pensée qui entrave l'esprit. Vous êtes donc maître de thé. Je suis moi-même grand amateur de votre art et j'apprécie justement l'extrême attention et la sérénité que requiert votre discipline. J'ai dans mon jardin un pavillon de thé et j'aimerais bien que vous y réalisiez un shanoyu, une cérémonie du thé. Paraissant tout oublié du sort funeste qui lui était réservé, il s'immergea dans un océan de quiétude pour accomplir le rituel. Présent dans chacun de ses gestes, qui étaient aussi précis que fluides, il lava soigneusement les instruments, versa la poudre de thé vert et l'eau chaude dans le bol. Les ustensiles dansaient entre ses mains avec un rythme et une élégance des plus raffinés. Tout respirait l'harmonie et la simplicité, en accord avec le dépouillement des lieux. Il mélangea ensuite le matcha avec le fouet de bambou et offrit le bol moussant à son hôte, un paisible sourire éclairant son visage. « Félicitations !» dit enfin le maître de sabre en frappant sa main avec son éventail. « Votre fudoshin est impressionnant. Il n'y a aucune faille dans votre concentration. Croyez-moi, vous avez tout ce qu'il faut pour mourir comme un samouraï. Suivez-moi dans le dojo pour que je vous donne d'ultimes conseils. » Dans la salle d'entraînement, le samouraï lui expliqua: « Quand vous serez face à votre adversaire, imaginez que vous allez lui servir le thé. Entrez dans un profond recueillement et saluez-le comme s'il était votre invité. Tirez ensuite votre sabre aussi tranquillement que si vous saisissiez votre louche en bambou et levez-le avec les deux mains au-dessus de votre tête, comme ceci, tout en fermant les yeux.
Restiez assis en Jodan, la garde haute, les yeux mi-clos, en état d'éveil, de totale disponibilité. Et quand vous entendrez le cri de votre adversaire, signal de son attaque, abaissez vigoureusement votre sabre. Si vous êtes assez rapide, il est possible que vous puissiez le blesser pendant qu'il vous tuera. Ainsi, votre sort sera des plus honorables. Le maître de sabre montra ensuite à son élève d'un jour comment faucher l'air en faisant siffler la lame. Et après s'être exercé, l'homme de thé prit le chemin du lieu funeste du rendez-vous, accompagné par son mentor, qui s'était proposé d'être son témoin et qui était curieux de voir l'issue de la rencontre. Aux 5 coups de cloche, de l'heure du chien, le Ronin fut étonné de voir arriver son adversaire escorté par un célèbre maître d'armes de la capitale. Mais, entouré de quelques camarades, le gaillard fanfaronna, parada comme un coq de combat. Le maître de thé, quant à lui, se contenta de le saluer avec bienveillance et aussi impassible qu'un lac par un jour sans vent. Il dégaina son sabre et le leva lentement au-dessus de sa tête. Il demeura alors immobile et paisible comme une statue de Bouddha, pareil à un roc défiant les vagues. Les yeux mi-clos, le maître de thé imperturbable avait fait le vide dans son esprit. Il attendait simplement, les yeux mi-clos, que résonne le cri fatal, le signal pour abaisser son arme. Mais l'attente lui sembla interminable. Les minutes lui paraissaient des heures, et le maintien des bras levés lui devint pénible. Et il finit par soulever les paupières. Et il aperçut alors son adversaire qui disparaissait sur le pont avec le reste de la bande. Le Ronin, en effet, pensa qu'il avait sous-estimé ce samouraï. Il n'avait jamais vu un adversaire aussi redoutable. Il avait bien essayé quelques approches, quelques feintes, sans pouvoir briser sa garde. Sa concentration était sans faille. Sa maîtrise le dominait tellement qu'il n'osa pas l'affronter. Il préféra donc s'éclipser sans demander son reste et supporter les rires moqueurs de ses compagnons. Petite poésie de fin de Taquan. Un homme qui a maîtrisé l'art n'utilise pas le sabre et l'adversaire se tue lui-même. Merci.